Bon, du coup, on va pouvoir commencer. Merci à tous pour votre participation, parce que pour nous, c'est le premier webinaire organisé par Atineos. Donc, comme j'ai dit, on peut faire un petit tour de table. Du coup, Seb ou Thomas, je ne sais pas qui veut commencer. Je vais commencer. Donc, bonjour, moi c'est Sébastien, je suis directeur de projet chez Atineos. Et je vais être aux manettes de ce webinaire, donc surveiller les questions et puis être actif par rapport aux diffusions des différents écrans. Je laisse donc la main à Thomas pour se présenter. Donc salut, moi c'est Thomas, c'est moi qui vais vous présenter le pattern Compound Component aujourd'hui. Je suis chez Atineos depuis 3 ans et actuellement je suis team lead sur une équipe qui fait du React et du Node.js pour un client américain. Et donc moi c'est Ludivine, je suis business développeur depuis maintenant presque 2 ans chez Atineos. Je m'occupe du coup des clients parisiens sur notre centre de service majoritairement. Et à côté de ça, je m'occupe un petit peu aussi du marketing. Donc voilà, on a décidé d'organiser ce premier webinaire avec Thomas sur le thème du React. Du coup, ce que je vous propose, c'est que rapidement, je vous parle d'Atineos en 2-3 mots pour que vous ayez une petite idée de ce qu'on fait. Donc, Atineos, c'est une ESN qui a été créée il y a bientôt maintenant 6 ans, voire même plus. On est présent à Paris, à Rouen et à Reims. On a ouvert des locaux dernièrement. Sur Rouen, on a à peu près 100 collaborateurs qui travaillent à distance pour des clients parisiens et normands. À Paris, c'est plutôt de la régie avec beaucoup de MOA. Et à Reims, voilà, on vient d'ouvrir. On a déjà deux collègues qui nous ont rejoints récemment. Du coup, chez Atineos, c'est globalement des testeurs, des développeurs, des chefs de projet. On est assez généraliste. Et puis voilà, aujourd'hui, on a décidé de vous parler du React avec Thomas. Donc Thomas, je vais te laisser la main. Alors juste en préambule, je vais reprendre la main 2 petites secondes. Donc pour les règles de ce webinaire, donc c'est un webinaire qui se veut participatif. Vous avez à disposition en haut à droite un encart questions-réponses sur lesquelles vous pouvez poser toutes les questions que vous voudrez. Thomas sera attentif au sujet et moi je surveillerai s'il a bien vu les questions posées. Et donc on interviendra, on coupera le webinaire si besoin pour pouvoir répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas. Donc Thomas, je te laisse la main quand tu veux. Alors, normalement, vous voyez mon écran là. Du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une petite présentation du pattern Compound Component en React. C'est quelque chose qu'on utilise sur notre projet en production, donc c'est un pattern assez solide. C'est un pattern qui existe depuis assez longtemps, vous allez voir, vous le connaissez sûrement. Donc, ce que je propose, c'est de montrer l'implémentation en React, mais vous l'avez déjà sûrement vu, notamment en HTML. Donc, je vais commencer par expliquer d'abord ce qu'est le pattern. Ensuite, je vais vous présenter le petit composant exemple sur lequel on va travailler. On va réimplémenter ce composant-là avec le pattern, puisqu'actuellement, il est implémenté d'une façon en React qu'on ferait, on va dire, nativement. Et à la fin, en petit bonus, je vais vous montrer une force du pattern avec la bibliothèque Style Components. Donc, en quoi l'association des deux marche très, très bien. Du coup, le pattern Style Components, c'est un ensemble de composants qui fonctionnent ensemble grâce à un état partagé. Et ça, vous le connaissez normalement. C'est quelque chose qu'on peut retrouver avec, par exemple, les select HTML. Donc, les select HTML, c'est une liste select sur laquelle vous pouvez travailler, vous pouvez sélectionner les options. Et vous voyez ici que, du coup, les options fonctionnent toutes ensemble dans le select, mais ne sont pas reliées, on va dire, par des extraits de code. Il y a un état partagé parmi toutes ces options. Du coup, le pattern est assez avantageux par rapport à une implémentation de base qu'on pourrait retrouver avec des composants gros blocs. Déjà, il permet d'ajouter ou de modifier les balises HTML qui sont utilisées dans le pattern. Il permet aussi de réordonner les composants. Et on n'a pas besoin de se préoccuper de la communication des composants les uns avec les autres. Tout est fait automatiquement. En plus de ça, c'est beaucoup plus facile de maintenir des composants avec chacun une petite tâche plutôt qu'un gros composant qui ferait tout. Sur Internet, si vous cherchez des exemples de tutoriels, vous allez trouver pas mal d'exemples avec des tabs, des inputs et des selects. Donc aujourd'hui, moi, je vous propose qu'on travaille sur des tabs.
Donc là, j'ai fait un composant en React très simplifié. Vraiment, le but, c'est de travailler sur le fonctionnel, c'est pas de travailler sur le design. Donc, c'est un composant React que j'ai fait en un seul bloc. C'est vraiment, ça contient toutes les tabs, donc les boutons en haut, ainsi que les panels. Donc, mon composant, il prend un tableau de tabs, et ce tableau de tabs, chaque élément dans le tableau contient un ID, le contenu du panel, donc qui est un node. Donc, on peut passer ici, j'ai passé des divs avec du texte, et un label pour le bouton. Donc ça, on va partir du principe pour comprendre un petit peu dans quelle situation utiliser le pattern component, que ce composant-là, il est utilisé à plusieurs endroits dans votre application. Et par exemple, il peut faire partie d'un design system, et du coup, si vous le modifiez à un endroit ou pour un endroit, ça va sûrement impacter les autres endroits. Du coup, le code est très très simple. On stocke juste l'état ici des tabs, donc quel tab est sélectionné. On a une liste de boutons. Pour chaque bouton, il est sélectionné si son ID est dans l'état de la classe React, du composant React. Et lorsqu'on clique sur le bouton, on sélectionne le nouvel ID. Ensuite, on affiche tous les boutons et on filtre les panels, les contenus, donc en tournant, en bouclant sur l'ensemble des tabs et en trouvant celle qui a l'ID qui est sélectionnée. Donc, je vous propose d'ajouter 3 petites fonctionnalités à cette tab-là. La première, c'est de pouvoir placer les boutons, donc le header, en haut ou en bas. La seconde, c'est de pouvoir ajouter une nouvelle tab. Et la troisième, c'est de pouvoir supprimer une tab. Donc, j'aimerais qu'on le fasse avec ce composant-là, assez rapidement. Et après, on va réimplémenter la solution en Compound Component pour voir comment est-ce qu'on l'aurait fait en Compound Component. Donc, du coup, on va commencer par le positionnement au bas. Donc, pour ça, il y a plusieurs façons pour le faire, mais on va partir sur une props button position qui va du coup être soit bottom, soit top. Du coup, je rajoute les prop types. Ça, c'est une bonne habitude que vous pouvez faire si vous n'utilisez pas TypeScript. Ça vous fait au moins une petite API pour votre composant. Et même après, pour la documentation, il y a des outils qui génèrent à partir des prop types la documentation. Donc, cette prop, on va la déstructurer ici. Et je vais lui mettre en valeur par défaut top pour pas que ça affecte mes composants dans mon application. Et du coup, on va dire que si cette props, c'est top, dans ce cas-là, on met les boutons en haut. Et si c'est bottom, on va les mettre en bas. On peut tester. Du coup, je vais tester. Donc, par défaut, c'est top. Excusez-moi. Par défaut, c'est top, mais on va tester avec bottom. Voilà. Donc là, les tabs passent bien en bottom. Donc, je ne l'ai pas dit, hein, j'ai créé une application avec React Tab et du coup, le nouveau hot reload est assez rapide. Donc là, ça fonctionne parfaitement. Ouais. OK. La deuxième fonctionnalité que j'aimerais rajouter, du coup, c'est l'ajout d'une nouvelle tab. Donc, dans mon application, vous pouvez voir que j'ai stocké la liste de mes tabs dans un state. Et pour l'instant, il n'y en a que 2. Et du coup, on va utiliser le deuxième paramètre de la déstructuration de useState pour pouvoir rajouter les tabs. Pour gagner un petit peu de temps, j'ai fait quelques petites live templates. Donc ici, on aura une fonction qui va être appelée quand on va vouloir ajouter une nouvelle tab. Et cette fonction, du coup, va juste changer l'état de l'application entière en rajoutant à la fin du tableau une nouvelle tab qui est ici. Je génère des ID grâce à des helpers que j'ai codés. Je ne vais pas forcément vous les montrer, c'est pas très intéressant. Ils génèrent juste un ID alphanumérique d'une taille voulue, donc ici 10 caractères. Du coup, le but, c'est que cette table-là, du coup, se retrouve à la fin. Et cette fonction-là, on aimerait bien la brancher
sur notre composant tabs. Et du coup, il y a encore une fois plusieurs façons de le faire, mais je partirai sur une façon un peu, on va dire, basique. C'est ajouter une props with new tab button qui va indiquer si oui ou non on veut avoir un bouton pour ajouter une nouvelle table. Donc, c'est un booléen. Et du coup, on va dire, déjà, on va la déstructurer. Et si jamais on veut ajouter un bouton à la fin pour ajouter une nouvelle table, dans ce cas-là, je vais concaténer à mes boutons un nouveau bouton, comme ceci. Du coup, aura comme but d'ajouter la nouvelle table. Alors, pour l'instant, je n'ai pas passé de fonction, la fonction d'ajout que j'ai créée dans app.js. On va la passer juste après. Comme on est dans un tableau toujours, en React, on a besoin des keys. Donc ici, on va lui mettre plus button. Hop, excusez-moi. Voilà. Bon, pour tester, mettons une URL function vide. Je vais faire une. OK. Et testons déjà cette prop. Voilà. Donc là, maintenant, on a notre bouton plus. Mais quand je clique dessus, bien sûr, il ne se passe rien puisque je n'ai pas encore relié cette fonction. Donc du coup, à ce paramètre pour ajouter les nouvelles tables, je vais mettre un callback qui sera appelé quand je vais cliquer sur le plus. Donc, le but, c'est que mon composant tabs fonctionne avec ces deux paramètres-là pour savoir si oui ou non il doit ajouter le bouton plus et ensuite appeler éventuellement, s'il existe, le callback qu'on va définir dans les props. Et c'est via ce callback, dans l'application parent, donc dans app.js, que je vais contrôler le tableau de table et ajouter du coup la nouvelle table. Donc ça, c'est une fonction. onNewTab, c'est une fonction qui ne sera pas required et qui ne recevra aucun paramètre. Du coup, je vais, alors, si je mets ici ma fonction, ça va fonctionner. Donc là, ça a bien créé la nouvelle table. Le problème, c'est que si jamais je ne passe pas de paramètres et que je clique, on risque d'avoir un souci puisque la table ne sera pas définie. Alors là, on doit avoir la console. Non, je dis des bêtises, excusez-moi. Du coup, là, on a ajouté notre nouvelle table. On a ajouté notre nouvelle table qui fonctionne très bien. Donc, le contenu est généré aussi en fonction de l'ID. Le contenu de la table sera I'm the new tab of ID avec l'ID. Et vous voyez qu'ici, déjà, ça commence à être un petit peu embêtant puisque je commence à devoir modifier mon composant de nombreuses fois pour juste rajouter une fonctionnalité qui, au final, ne sert pas forcément partout dans mon application. Et ça devient de pire en pire. Plus on ajoute des fonctionnalités, pire ça deviendra. Et sachant que là, c'est un petit composant. On va ajouter une dernière fonctionnalité. Du coup, c'est le fait de pouvoir supprimer une table. Donc là, j'aimerais avoir une croix rouge qui fait que lorsque je clique dessus, la table est retirée. Donc encore une fois, comme on a fait pour la fonction d'ajout, on va créer une fonction ici pour contrôler le tableau des tables. Et encore une fois, j'ai fait une petite macro pour gagner du temps. Donc cette fonction va juste recevoir l'ID de la table sur laquelle on a cliqué et va mettre dans le tableau des tables toutes les valeurs sauf celle qui a été cliquée. Donc bien sûr, il nous faut un moyen de pouvoir contrôler et appeler cette fonction depuis le composant tab. Du coup, je vais rajouter un callback onDeleteTab qui sera également une fonction. Et dans toutes les tables, alors ici on va le rajouter dans toutes les tables, je pourrais le faire que pour certaines tables en passant le callback directement ici, donc pour chaque table en disant si la table a un callback, dans ce cas-là je mets une croix rouge, mais ici on va simplifier la vie, on va rajouter une croix rouge pour toutes les tables, donc ici tous les boutons,
du coup, on va utiliser des composants que j'ai créés. Donc, il y a 3 composants que j'ai créés. Il y a delete button, button et panel. C'est juste pour du design standard. Donc, du coup, je vais dire delete button. Si donc, on clique sur le delete button, on appellera onDelete tab avec l'ID. Donc là, on est dans une boucle. Donc, l'ID de la tab actuelle. Et ici, on va utiliser une petite chaîne pour faire une croix. Voilà. Du coup, on déstructure ça, bien entendu. Alors, ici, donc, ça devrait fonctionner. Je clique, ça supprime bien les tables. Maintenant, on va avoir un problème avec mon implémentation si jamais je ne passe pas la prop. Et que je clique. Voilà, donc là, on a un problème parce que j'appelle dans tous les cas la fonction, même quand elle n'est pas définie. Donc là, on peut utiliser un nouvel opérateur qui est arrivé récemment dans les dernières normes ES, qui est l'optional chaining, et qui permet de dire, si jamais delete tab est défini, dans ce cas-là, tu l'appelles avec l'ID, sinon, tu ne fais rien. Voilà. Et là, du coup, ça devrait régler notre problème. Voilà, donc là, il ne se passe rien quand je clique sur la croix. On va remettre la prop. Voilà, donc ça, c'est notre exemple, on va dire l'exemple de base, avec une implémentation un peu standard, telle qu'on le ferait, je pense qu'on le fait de base quand on fait du React, sans étudier les patterns, c'est comme ça qu'on ferait. Là, je le rappelle, il faut imaginer vraiment une situation où vous avez ça partout dans votre application, des tabs partout, c'est un des composants que vous utilisez à plusieurs endroits. Et du coup, toute modification peut avoir potentiellement des impacts. Typiquement, nos 2 premières modifications n'ont pas eu d'impact, mais la dernière, comme j'ai décidé de mettre la croix partout, ça a eu des impacts. Alors maintenant, on va réimplémenter ça en Compound. Et le pattern Compound que je vais vous présenter aujourd'hui, il se base sur le contexte de React. Et du coup, je vais faire un petit rappel très rapide sur le contexte. Du coup, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, j'ai créé un contexte en React. Et le contexte permet de stocker des valeurs et de les passer à un arbre de composants via un provider. Du coup, j'ai fait 3 composants, A, B, C, qui vont être utilisés comme ceci. Voilà, qui vont être utilisés comme ceci. Donc, A contient B qui contient C. Donc, vraiment un arbre. Et du coup, la responsabilité du composant A, c'est juste de contenir l'état, de mettre un petit input qui permettra de mettre à jour l'état, et ensuite d'utiliser le contexte pour passer ces valeurs, donc la valeur de l'input, à tous les enfants qui sont en dessous de A. Donc dans notre cas, A, B et C. Ces enfants, il ne leur passe aucune prop, il ne fait rien d'autre. Le composant B, lui, sa responsabilité, c'est juste d'écrire composant B. Et bon, chacun a aussi une bordure vert, rouge et bleu. Et le composant C, c'est là que ça devient intéressant, va aller récupérer la valeur du contexte inséré par le composant A pour aller l'afficher et donc l'utiliser. Vous voyez, donc c'est assez pratique puisque ici, j'ai une profondeur de 2 ou de 3, mais si j'avais une profondeur de 25, par exemple, ça ferait exactement la même chose. Le composant A communiquerait, entre guillemets, avec le composant C via le contexte, sans aucun problème. Donc là, on se retrouve avec ça. Donc, les bordures vertes, c'est le composant A, rouge B et bleu C. Et ici, quand je change la valeur, il communique bien via le contexte. Donc, pourquoi est-ce que c'est important, ça? Parce que le pattern compound, comme je vous ai dit, c'est des composants isolés les uns des autres au niveau du DOM virtuel, mais qui communiquent entre eux et partagent un état partagé. Donc, l'idée, c'est qu'on ait quelque chose comme ça à la fin, avec une majuscule. En React, c'est un peu mieux. Donc, on va avoir un composant tabs qui va être responsable de gérer l'état partagé. Et ensuite, on va avoir plusieurs types de composants que j'aime bien définir comme ça. Alors, là,
l'idée, ce serait d'avoir la partie header des tabs, donc seulement la barre avec les boutons. Et donc, du coup, dans tabs.header, avoir, par exemple, tabs.tab avec du contenu. Et en dessous, des tabs.panel. Alors, la syntaxe tabs. N'est pas obligatoire. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ça rajoute un petit peu de sémantique et ça fait un petit peu office de namespace. On se rend bien compte en lisant le code que cette partie-là, c'est relative à tabs. Et on se rend facilement compte que si jamais on oublie de mettre tabs et qu'on utilise ça comme ça saute aux yeux qu'il nous manque quelque chose. Donc ça, c'est l'idée. Pour que tous ces composants fonctionnent ensemble, donc notamment pour que les tabs.tab et les tabs.panel puissent interagir ensemble comme on l'a ici. Excusez-moi, il va y avoir une erreur, normal. Du coup, il va nous falloir utiliser le contexte. Et le contexte, il va être contenu dans le composant tabs. Donc, dans les components, c'est toujours le composant le plus haut, donc le composant tabs, le composant racine, qui est responsable de faire communiquer tous ces enfants. Donc, on va commencer l'implémentation par créer un contexte. Du coup, je vais l'appeler tabs.context. Et donc, le contexte, on a juste besoin de React. On va le créer. Et je le mets dans un fichier à part pour faire aussi une couche un petit peu pour cacher l'implémentation du contexte, pour pouvoir ensuite le refactor si envie, ou le changer par exemple du Redux ou une autre technologie. Ça ne marche pas qu'avec le contexte. Du coup, on crée le contexte. Et donc, pour le contexte, je vous ai dit, ça fonctionne, si vous vous rappelez bien. Alors, je peux remettre l'exemple éventuellement. Donc, ça fonctionne avec un provider qui envoie une valeur. Et plus bas, on a du coup un moyen de le récupérer avec le hook useContext, en passant le contexte. Du coup, on va avoir besoin d'un provider. Et même si je pourrais exporter ça, c'est beaucoup plus propre de créer un provider nous-mêmes et ensuite d'exporter ce provider. Alors, pourquoi c'est plus propre? Parce que déjà, ça rend la syntaxe plus claire. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir besoin d'écrire tabs.context.provider dans notre code plus tard. Et aussi, ça permet que si jamais je veux refactor et séparer par exemple le contexte en 2 ou 3 contextes différents pour des causes de performance ou même remplacer un provider React par un provider Redux, je n'ai pas besoin de tout refactor. Donc là, l'idée du tab provider, je vous ai dit, c'est de faire communiquer les composants ensemble. Du coup, lui, ce qu'il va devoir faire, c'est stocker l'état du compound. Donc pour nous, notre état du compound, il est assez simple, c'est juste la table qui est sélectionnée, et le faire partager et le partager en dessous. Donc pour ça, je vais mettre un provider avec comme valeur, du coup, l'état entier, et je vais juste l'envoyer dans tous mes enfants. Voilà. Donc maintenant, pour pouvoir accéder à cette valeur, à la valeur qui est envoyée dans le provider, normalement, on devrait utiliser useContext avec le contexte. Sauf que moi, je ne veux pas l'exporter. Donc, je vais faire un hook custom que je vais appeler useSelectedTabs. Et ce hook, c'est lui qui va faire le useContext à ma place. Donc, du coup, on va faire comme ça. SelectedTabs égale useContext, tabContext. Portez ça. Là, je peux le retourner. Et du coup, mes composants, ils vont pouvoir appeler ça, ce hook, useSelectedTab, pour récupérer l'état de mon compound. Alors ça aussi, c'est utile, parce que si jamais je veux refactor, et encore une fois utiliser du Redux à la place du contexte, ou alors faire des opérations, par exemple, je pourrais vouloir faire un filter ici, ou des choses comme ça, et retourner par exemple que les tables qui commencent par une majuscule. Tout ça, je peux le faire de façon cachée. Autre chose qui est utile, c'est aussi vérifier est-ce qu'on est dans un provider. Si quelqu'un utilise le custom hook à l'extérieur de notre provider, on va avoir une erreur, ou alors c'est pas un comportement qu'on veut. Dans ce cas-là, il vaut mieux l'attraper directement
et dire que si jamais on n'a pas récupéré de valeur depuis le contexte, c'est qu'il y a un problème. Voilà, fail fast. Maintenant qu'on a ce provider, on va pouvoir créer nos composants. Et on va commencer du coup par le composant parent. Donc le composant qui était à la racine de tout, donc le composant tab, lui, il va pas faire grand-chose. Il va juste mettre le provider et c'est tout. Donc on ne va pas avoir besoin de prop type. Il va juste retourner le provider, donc tabs provider, mettre ses children. Et c'est tout. Éventuellement, il pourrait recevoir par exemple la tab qui est sélectionnée par défaut et la passer au provider. Ok, donc ça c'est notre premier composant. Donc, vous allez voir, on va découper en plusieurs parties. Le header maintenant, tabs header, lui, il va être responsable de donner déjà de la sémantique sur les boutons, mais éventuellement dans une vraie application de faire du CSS pour qu'ils restent placés tous sur la même ligne, ou par exemple pour les passer verticales si jamais ils sont sur le côté, faire du responsive, des choses comme ça. Ici, encore une fois, on ne va pas trop se prendre la tête. On va juste retourner une div avec les children et c'est rare. Alors maintenant, c'est là que ça va devenir intéressant. On va créer du coup un bouton, donc tabs tab. Donc ça va être un de nos boutons. Et celui-là, par contre, va avoir de la sémantique. Déjà, celui-là va recevoir des props. Il va recevoir une prop ID. Donc cette prop ID, ça sera une string. Et du coup, c'est grâce à cette prop ID qu'on va savoir si la tab est sélectionnée ou non. Donc, je vais aller récupérer l'état de mon application, de mon compound, excusez-moi, en utilisant le custom hook. Donc, useSelectedTab, ça retourne du coup le retour de useState, qui est la selectedTab et une fonction pour changer ça. Mais ici, je veux juste savoir si moi-même je suis sélectionné. Donc, du coup, je suis sélectionné si la selectedTab, c'est mon ID. OK. Et ensuite, je peux utiliser un des composants que j'avais déjà fait, isSelected, avec isSelected. Alors, j'ai oublié, mais on va prendre aussi children, qui va être du coup le label de la table. OK, on va porter ça. OK. Il nous manque une chose, c'est que on click sur le bouton, donc quand on clique sur le bouton, on veut que cette table soit sélectionnée. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer aussi la fonction setSelectedTab pour que onClick, je dise que c'est cette table-là qui est sélectionnée. Voilà. Et enfin, le dernier composant, le panel. Donc, le panel, lui, ça va être encore plus simple. Il va devoir afficher ses enfants seulement si la tab associée au panel est sélectionnée. Pour savoir avec quelle tab il est associé, on va lui mettre une prop forID, qui sera une string, qui ressemble un petit peu au label, aux attributs forts sur les labels. Et du coup, on va également récupérer la selectedTab ici. Il y a notre custom hook. Et on va dire que si jamais la selectedTab, c'est pas celle à laquelle je suis lié, dans ce cas-là, je retourne nul. Sinon, je vais retourner mes enfants. Children. On pourrait faire une div autour pour pourquoi pas. Ouais, je me suis mal pris là. Voilà. Alors, vous avez vu tout à l'heure, on a fait la syntaxe tabs.tab, tabs.header, tabs machin. Tout ça, il faut du coup le rajouter ici. Donc, je vais définir par exemple que tabs.header, c'est tabsHeader. Donc là, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais écrire tabs.header,
derrière, lui, il va aller utiliser le composant tabs header. On va faire pareil pour le panel et tab, la tab. Et maintenant, on devrait pouvoir faire notre premier exemple. Alors, on va très rapidement faire un petit exemple. Donc là, je remets le provider entier. Et ensuite, je peux utiliser tout ce que j'ai défini juste avant pour faire un exemple. Donc là, tabs.tab. Donc on a dit, on donne un ID, test, on va écrire une chaîne. Et ensuite, on a xpanel qui, eux, sont reliés au bouton avec la prop sport ID et qui, du coup, contiennent un children à afficher éventuellement. Voilà, donc là, ça fonctionne. Alors, pour simplifier, on va relier à notre système de useState avant. Du coup, ça ne va pas être très, très compliqué. On va juste boucler dessus. Donc, on va dire pour toutes les tabs qui sont enregistrées dans le useState, pour les boutons, on a besoin du label et de l'ID. Donc, du coup, je vais déstructurer le label et l'ID. J'ai oublié une paire de parenthèses. Et je vais dire, du coup, que pour chacune, je veux une tabs.tab avec, du coup, comme ID. On n'oublie pas la key parce qu'on est dans une map. Et du coup, en children, le label. On va faire pareil pour les panels. Donc, on va reprendre notre boucle. Sauf que pour les panels, ce n'est pas le label qu'on veut, c'est le content. Donc, on met le content. Ce n'est pas la props ID, c'est for ID. Et ici, c'est le panel. Donc là, j'ai juste bouclé. Et normalement, on devrait avoir la même chose qu'au-dessus. Voilà. Donc là, ça fonctionne bien. Et vous voyez que du coup, les tabs communiquent entre elles. Donc tout est découplé, mais tout ça communique avec le contexte. Alors maintenant, on va essayer de réimplémenter les choses qu'on a fait avant. Donc la première chose qu'on avait fait, c'était la position des boutons. Et là, on va pouvoir avoir une force du pattern compound, c'est que non seulement je peux mettre les éléments où je veux, donc si je mets le header en dessous, c'est déjà fait en fait, on n'a pas besoin de rajouter une props. Mais en plus, je peux dupliquer les éléments et ça marchera toujours. Donc là, j'ai mis 2 headers et les deux fonctionnent et en plus sont liés. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fort et c'est quelque chose qui rend vos composants souples et facilement, on va dire, qui répondent à beaucoup de situations. Vous n'êtes pas obligé de prévoir toutes les situations dans votre composant. Vous pouvez prévoir le strict minimum, c'est-à-dire les tabs. Le but, c'est de faire fonctionner des panels avec des tabs. Et derrière, l'implémentation, si vous avez une page où vous avez un système un peu différent de ce que vous avez prévu, vous pouvez tout à fait le faire très facilement. Et encore plus fort, on n'est pas obligé de se mettre dans un tab header. Je pourrais très bien faire ça avec l'ID de la première tab, donc tab 1. Et du coup dire par exemple un rappel de tab 1. Et là, du coup, avoir juste un bouton sorti qui fait le rappel. Voilà. Du coup, deuxième modification, c'était l'ajout d'une nouvelle table. Donc avant, on avait rajouté cette prop-là, la fonction. Ici, on va juste rajouter une table ici. Voilà, avec du coup un petit plus à l'intérieur. Et là, à chaque fois, on mettait des ID pour les associer au panel. Ici, ça ne fait pas vraiment sens parce que un ID, on ne va pas vouloir la sélectionner, la table plus. Du coup, on va les modifier un petit peu ici pour dire qu'on est sélectionné seulement si on a un ID. Si on a un ID, dans ce cas-là, on va regarder si on est sélectionné. Si on n'a pas d'ID, on n'est jamais sélectionné. Et pareil, sur onClick, on va faire une fonction qui va changer la valeur de la selected tab seulement si on a un ID. Donc, je vais dire, si j'ai un ID, dans ce cas-là, je vais aller changer la valeur de la selected tab, sinon, je ne fais rien. Ça va nous permettre que lorsque je clique sur plus, ça ne change pas la table. Sinon, quand je clique sur plus, ça change la table. Alors, le problème, c'est que là, maintenant, on aimerait bien brancher notre fonction onNewTab, mais je n'ai pas mis de callback. Du coup, on va rajouter une fonction onClick
Et on va dire, on va déstructurer d'abord. Et on va dire si onClick est défini, donc si onClick est défini optional chaining, on va dire qu'on a cliqué sur la table d'ID. Et du coup, là, je peux juste dire onClick, on new tab. Voilà. Et ça devrait fonctionner. Voilà. Bon, bien sûr, ça interagit avec l'autre, puisqu'on a un état partagé sur toute notre application. Donc là, j'ai changé un petit peu le code pour ajouter les fonctions, mais sinon, vous avez vu que ça n'a pas vraiment modifié le reste de l'application. Et enfin, si on veut rajouter du coup le delete button, donc cette partie ici, on ne va pas du tout modifier nos composants, on va juste prendre le delete button, on va aller le mettre ici, donc à l'extérieur du composant, et on va dire du coup que j'appelle onDeleteTab. Bon, ici, elle sera toujours définie. Et du coup, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc ça, encore une fois, c'est fort parce que avant, j'avais changé toutes les instances de tabs. Et ici, j'ai changé que cette instance ici. Et si jamais j'avais utilisé ce composant-là autre part dans l'application, il n'aurait pas été affecté. Et du coup, petit bonus, comment est-ce que ça interagit bien avec Style Component? Donc, Style Component, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est une bibliothèque de CSS in JS qui permet du coup de faire des composants React directement en définissant le CSS dans du JS. Donc, ça fonctionne. Je vais vous montrer un exemple vite fait. Donc, par exemple, si je fais une div, on écrit style.div, côte inversée. C'est une syntaxe un petit peu étrange. Et ici, on peut écrire directement notre CSS. Donc, voilà, je pourrais écrire, par exemple, background red. Et là, ici, ça, c'est un composant React. Donc, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Comment ça fonctionne derrière? Style Component va aller injecter une class name qu'il génère dynamiquement dans le composant React à l'exécution. Et Style Component nous permet de faire des choses encore plus fortes. Donc, on va essayer de faire une custom tab. On peut faire de l'héritage. Donc, je vais dire, ma custom tab, c'est styled. Donc, je stylise une tab normale. Et là, par exemple, on va dire le background, on va dire que c'est du light blue, par exemple. Et on va dire hover, le background, c'est du orange, par exemple. Hop, pas oublier le code. Voilà. Donc là, du coup, la table qu'on a rajoutée pour le rappel, on va utiliser celle-là. Je vais changer tabs.tab en custom tab. Donc ici, c'est juste une surcouche de style. Et vous allez voir, ça ne va pas fonctionner parce que j'ai dit que ça fonctionnait avec les class names et dans tab, on n'a pas passé les class names. Donc ici, une autre bonne pratique dans le pattern compound, c'est que j'ai déstructuré les props. Je les ai utilisés. Mais c'est une très bonne pratique, même peut-être en React en général, de prendre avec le rest opérateur le reste des props et d'aller injecter le reste des props dans le composant le plus haut dans votre fonction render. Ça vous permet de mettre du style inline avec la balise style si vous avez besoin, ou des class names dans d'autres cas. Donc maintenant que le class name est automatiquement passé, donc reste du coup, c'est dedans il contient le class name, et le class name est passé au bouton. Donc il est arrivé ici. Du coup maintenant vous voyez que j'ai customisé ma table. Et elle fonctionne toujours comme avant, c'est juste du design. Donc voilà, c'était une rapide présentation du pattern Compound Component. On peut faire beaucoup plus de choses avec. Je vous invite à creuser un petit peu, à tester. C'est vraiment un pattern intéressant, qui est très souple, et pour les grosses équipes, qui est très pratique, et surtout pour les grosses applications. Ça vous évite d'avoir des composants de 600 lignes, et plutôt de faire des petits composants bien surchargeables, bien souples, et utilisables dans plein de situations différentes. C'est un pattern que j'utilise tous les jours, mais après, attention de ne pas trop en abuser. Il faut vraiment que ça soit sur des composants qui sont utilisés à plusieurs endroits. Ça prend quand même plus de temps à écrire et vous voyez que ça prend plus de lignes aussi. Donc ça peut complexifier un petit peu la syntaxe. C'est tout pour moi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je surveille le chat. Je sais qu'on a un petit délai sur le stream. Peut-être attendre un petit peu.
Bah, écoute, pour le moment, en tout cas, moi, j'en vois pas. Donc, a priori, je pense que tout le monde a été absorbé par ta présentation, donc c'est plutôt top. Merci beaucoup. N'hésitez pas à rajouter vos questions si vous en avez. Sinon, derrière, à la fin, Ludivine vous donnera quelques liens pour qu'on puisse, vous puissiez accéder au webinaire en différé si nécessaire. Ok, ben, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va conclure ce live. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je ne sais pas si Ludivine, tu veux rajouter quelque chose? Je vais juste vous laisser le... Ah, vous avez de l'écho. Ouais. Je vous laisse du coup mes contacts si jamais vous avez des questions ou autres sur le sujet, si vous avez des envies de sujet ou autre, on prendra du coup tous les commentaires comme c'est le premier webinaire qu'on a organisé. Du coup, merci Thomas pour la présentation. Et puis moi, je vais vous renvoyer un mail récapitulatif du coup avec le lien. On a aussi une chaîne YouTube, donc vous pouvez trouver d'autres informations via d'autres vidéos, des tutos. Et on mettra de toute façon en ligne certainement aussi la présentation de Thomas d'aujourd'hui. Donc on vous envoie tout ça par mail. Et puis merci Thomas, et puis merci à tout le monde pour votre participation.